dit, du point de vue de l'effort, de la qualification du travail, sur le plan de la méthode de droit, cette étude est une étude empirique que nous pouvons considérer comme une recherche de changement, c'est-à-dire qui peut apporter une approche nouvelle sur la question de la preuve en droit pénal congolais. Je veux publiquement que le récipiendaire nous dise, premièrement, si la légalité de la preuve continue à être considérée comme étant une limite de la liberté de la preuve. J'ai précisé dans mon exposé que j'ai choisi de trouver les solutions aux problèmes que j'ai posés dans les sources documentaires, c'est-à-dire la Constitution, la législation, la loi, la coutume en tant que source du droit, mais aussi la doctrine. Avant cela, la jurisprudence. Et comme vous le savez, j'ai répertorié toutes les jurisprudences toutes les décisions de justice abondantes à travers le texte, mais aussi dans ma bibliographie. Non seulement les décisions de la Cour suprême de justice, les décisions de certains tribunaux, mais aussi les décisions des tribunaux indigènes. Pour asseoir ma pensée, la méthodologie juridique, comme je l'ai dit, vous me parlez de la méthodologie empirique qui veut que je procède par échantillonnage. Je n'ai pas choisi cela. Moi, j'ai choisi la méthodologie juridique qui est l'analyse d'un système normatif. Ici, c'est la preuve pénale. Et du système institutionnel, c'est-à-dire les institutions chargées de la recherche de la preuve de son administration. Et une telle méthode me conduit où? Me conduit à découvrir d'abord les différentes constitutions. J'ai examiné toutes les constitutions qui existent et j'ai vu qu'en droit étranger, toutes les discussions qui se font autour de la preuve identifient la Constitution comme la première source des principes généraux de la preuve. Deuxièmement, la loi elle-même, et d'ailleurs les constitutions congolaises, a décidé que seule la loi peut créer les règles de procédure pénale. Et comme vous le savez, la preuve est la branche la plus importante de la procédure pénale, comme le dit Pradel. Et donc, les législateurs refusent, interdisent, et au pouvoir législatif provincial de produire des règles de preuve. Donc un édit ne peut pas créer des règles de preuve, mais aussi au pouvoir réglementaire de créer des règles de preuve. L'autorité judiciaire, qui est le procureur général de la République, n'a pas le droit de réglementer la preuve. C'est le législateur seul. S'il l'a fait dans le passé, il y a un grand nombre de circulaires que j'ai ici, dans lesquels il y a une circulaire dans laquelle il dit les preuves obtenues à la suite d'une torture sont inadmissibles. C'est très bien. Mais il n'a pas le pouvoir de le dire. La conséquence, c'est que la haute cour militaire, à laquelle siégeait un des membres du jury, ne s'est pas référé à cette source parce qu'elle n'est pas une source du droit. Et la haute cour, dans l'affaire Alamba, ministère public militaire contre Alamba, la haute cour, dans un arrêt avant du droit, a considéré que le législateur était muet sur la question de savoir si il fallait sanctionner par la nullité les actes de procédure qui auraient porté atteinte aux droits de l'homme. Je l'ai dit dans les limites de mon sujet, j'ai dit, puisque les discussions qui portent sur la procédure pénale ordinaire sont applicables devant les juridictions militaires, et que par ailleurs, si on prenait seulement le droit de la preuve lui-même, c'est-à-dire les principes de la recherche, du recueil de la preuve, les principes de la mission de la preuve, qui sont les mêmes devant les juridictions militaires et devant les juridictions ordinaires. C'est pour ça que le législateur a eu raison de dire, pour toutes les questions de la recherche de la preuve, les juridictions militaires se réfèrent à la procédure ordinaire. Mais dans mon travail, j'ai dit, nous allons nous inspirer cependant des questions de nullité. Et la nullité dont il s'agit ici question n'a rien à voir avec la nullité en procédure civile. Donc, il ne s'agit pas d'une remise en question du principe général de la liberté de la preuve, il s'agit de limiter. Vous dites qu'il faut simplement causer la loyauté. Permettez-moi de m'appuyer sur Rubens, qui, au numéro 173, dit ce qui suit. 173,
Et c'est ce que disent aussi les doctrinaires belges, français. J'ai lu l'ouvrage que j'ai sur moi sur la légalité de la preuve. Et Rubens dit ce qui suit: les limites de la liberté de l'instruction. La liberté du choix des moyens utilisés pour provoquer la révélation de la vérité a toutefois ses limites. Jamais un tribunal ne pourra recevoir, et moins encore provoquer, des preuves ou des présomptions qui ont été obtenues par des voies illicites. Avec votre permission, Monsieur le Président, ma thèse est la suivante. Le droit congolais de la preuve doit s'élaborer dans un cadre légal qui limite les pouvoirs de la police et les pouvoirs du ministère public. Ces pouvoirs doivent être limités en ce qui concerne l'interrogatoire. Il faut que la personne qui est interrogée connaisse ses droits, d'abord connaisse les motifs pour lesquels elle va être interrogée, et qu'on l'entende jamais en l'absence de son avocat, quels que soient les services devant lesquels la personne est entendue. Et deuxièmement, que la personne ne puisse être placée en détention que s'il est prouvé contradictoirement qu'il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité. Mais pour éviter que les magistrats continuent à utiliser la détention préventive et même le placement en garde à vue, je proposais l'institution du juge d'instruction qui seul aurait le pouvoir de placer en garde à vue et en détention préventive à l'issue d'une procédure contradictoire. Voilà un peu. Et je m'appuie ici notamment sur la loi congolaise, le droit anglais, le droit français, le droit portugais, c'est répertorié, ainsi que le droit congolais, les tribunaux congolais. Vous écrivez ceci: ne serait pas fiable non plus les moyens de preuve du droit pénal coutumier, telles les preuves de poison, tout comme les autres épreuves à caractère surnaturel ou magique, telles que les ordalies ou les épreuves physiques. Mais vous ne nous expliquez pas pourquoi ces preuves ne seraient pas fiables. On a l'impression qu'elles seraient frappées d'infamie uniquement parce qu'elles sont de caractère coutumier. Alors que par ailleurs, nous avons observé votre tendance à valoriser des règles d'origine coutumière. Donc, il faudra nous dire pourquoi vous avez écarté ces moyens de preuve, pourquoi vous les considérez comme non fiables. La deuxième question est une question de compréhension. Si un assassin mis en détention suite même à un flagrant délit, soit il y a eu flagrance, il a été poursuivi par la clameur publique, néanmoins pendant sa détention, il y a des irrégularités, par exemple la torture. Faut-il libérer l'assassin? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? À propos de ces preuves qui entraîneraient la nullité, vous vous en prenez à la circulaire du procureur général de la République, je crois, qui aurait écrit que les preuves obtenues par la torture sont inadmissibles. Et vous pensez qu'il n'avait pas le droit de le dire. Je pense que c'est vous qui n'avez pas le droit de dire ça. Si la loi et si la coutume pour être appliquée n'a pas besoin d'être conforme à la loi, elle doit tout au moins être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Est-ce qu'il serait conforme à l'ordre public que l'on administre du poison à quelqu'un pour que si ces poisons avaient des effets, qu'on en tire des conclusions? Et si ce poison produisait des effets ou bien ne les produisait pas, peut-on en tirer une règle générale? Est-ce que cette règle est scientifiquement vérifiable? C'est ce caractère-là qui me paraît faire de cette preuve une preuve non fiable. Deuxièmement, l'unité de procédure. Si un assassin commet un délit, c'est une question essentielle que vous posez, qui relève de la question du droit de la présomption d'innocence. J'ai cité dans mon ouvrage Herbert Parker, qui donne cet exemple
on tire, un assassin vient en public, il tire sur quelqu'un, et puis il dit c'est moi qui ai tiré sur la personne, tout le monde voit que c'est lui. Néanmoins, et cela est arrivé sous nos yeux avec cet homme qui a tiré sur plusieurs jeunes gens en Norvège, il a été jugé comme s'il n'avait jamais commis ce crime. Donc la présomption d'innocence, comme le dit Ebbe Paka, c'est de considérer que tant qu'une juridiction compétente n'a pas déclaré l'innocence ou la culpabilité, même s'il y a des preuves évidentes que la personne est un assassin, on ne doit pas violer les règles prescrites. Les preuves qui auront été obtenues en violation des règles de la procédure seront rejetées. Mais il sera toujours jugé parce qu'il y a la liberté de preuve et il y a d'autres preuves au dossier. Il n'y a pas que le fait que tel élément a été obtenu, par exemple, suite à la torture, qu'il faut annuler toute la procédure. On va annuler les éléments de preuve obtenus sur base de la torture. Mais les éléments obtenus autrement et au nom de la liberté de la preuve seront toujours pris en compte et par l'intime conviction du juge, l'assassin sera détenu le moment venu, condamné et détenu le temps qu'il conviendra. Qu'est-ce que je reproche à la circulaire? Le fait que la personne qui affirme que les preuves doivent être inadmissibles, en autant que l'inadmissibilité des preuves n'est pas encore un concept entré légalement en droit congolais, lui, il le fait. Il le fait, mais il n'a pas qualité pour le faire, parce que la Constitution détermine limitativement les sources de la preuve et l'autorité qui peut créer ces règles. Il le dit surtout, il le dit dans un texte que les OPJ et le ministère public doivent appliquer, mais la loi leur dit, enfin plutôt le Constitution leur dit, voici le droit que vous devez appliquer. Il vient de la Constitution, il vient de la loi, il vient des traités, de la loi et de la coutume, pas des circulaires. Mais je ne conteste pas la véracité de ce qu'il a dit. C'est vrai ce qu'il a dit, mais il n'a pas qualité pour le dire. Si je prétends qu'il a qualité. Je vais apprendre. Pourquoi? Parce que d'abord l'admissibilité, même si on ne rencontre pas souvent cette notion dans notre droit, fait partie de la souveraine appréciation du juge, du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Avant que les juges ne disent qu'une preuve est retenue, c'est supposé qu'il en a apprécié et la pertinence et l'admissibilité. Ensuite, il a qualité pour le dire, parce que l'interdiction de la torture fait partie de ce que nous avons appelé les règles impératives, les jus cogens, tant d'instruments internationaux auxquels la République a adhéré proclament ce principe, qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin du législateur pour nous le dire, puisque les traités internationaux régulièrement ratifiés font partie de notre droit positif et ont même une valeur supérieure à nos lois, y compris à la Constitution, qui, lorsqu'elle est en contradiction avec ces principes, doit être modifiée et s'adapter. Donc, si tout à l'heure on vous reçoit, je souhaiterais qu'on vous reçoive comme docteur, vous ferez désormais partie d'un corps d'élite qui a ses règles, des règles très difficiles, des règles de hiérarchie, de respect, de solidarité, de considération. Et il faudra vous en tenir à ces règles-là. Je termine par là et je vous souhaite très bonne carrière.